bonjour à tous. Donc je suis Rodolphe Foulmy, je suis le directeur de Web Reality en France et je suis ravi de vous présenter ce webinar en fait en une heure, moins d'une heure. Allez, je vous propose de revenir sur les impacts de la crise du Covid-19. Et quand je dis la crise du Covid-19, c'est aussi les impacts du confinement qui s'en est suivi sur le e-commerce. Donc nous, pendant toute cette période chez Web Reality, on a continué à analyser, à monitorer ce qui se passait sur l'activité des sites e-commerce. On a constaté à quel point les activités, évidemment, ont été bouleversées. Alors, bouleversées parfois positivement en termes de dynamisme, parfois négativement. On a eu des secteurs complètement à l'arrêt, le ticketing, le travel, les loisirs. On a vu d'autres secteurs qui ont été complètement boostés par cette période de confinement, comme l'alimentaire. Quoi qu'il en soit, ce qu'on a vu, c'est que les marques ou les distributeurs, les enseignes ont dû revoir, repenser leur façon de communiquer, leur façon de vendre, leur façon de servir leurs clients. On a vu des nouvelles attentes émerger de la part des consommateurs. Évidemment, dans le secteur du travel, du voyage, la préoccupation, c'est comment je peux annuler. Dans d'autres secteurs, on a vu des tendances en termes d'arbitrage sur la façon de consommer, sur consommer plus responsable. On a vu des tendances comme ça de plus en plus s'accélérer. On a assisté aussi, on l'avait vu il y a quelques temps, au retour de l'achat plaisir, notamment dans le secteur de la mode, où tout de suite après le confinement, il y a eu on va dire, un effet, un boost pour se faire plaisir. Voilà, donc c'est cette variété de comportements, cette variété d'attitudes qui nous a donné envie d'organiser ce webinar et puis surtout de partager l'expérience de nos 3 témoins. Donc, on est ravis d'accueillir Alison Boutoil, qui est la directrice B2B Marketing et Business Development de Rakuten. Donc, bonjour Alison. Bonjour Rodolphe. Ton micro marche bien, c'est impeccable. Et on est ravis également d'accueillir Paul Chopin de Janvry, qui est le directeur de Corporate Communication et Business Development, je crois que j'ai bien dit. C'est parfait. Bonjour tout le monde. Bonjour Rodolphe. Et enfin, Guillaume Durand, qui est le directeur commercial, régie et partenariat de Oui SNCF. Ouais, voilà, bonjour donc, à tous. Très bonjour. Très rapidement, je vais, dans un premier temps, vous dévoiler, nous, ce qu'on a vu comme chiffres et voir l'impact du confinement et du post-confinement sur le e-commerce. Je redonnerai la parole, évidemment, à nos 2 invités pour qu'ils nous disent un petit peu comment ils ont vécu cette période inédite, à la fois avec leurs clients, à la fois avec leurs équipes. Et puis, évidemment, dans un second temps, ils nous diront comment ils se sont adaptés à ces nouveaux comportements. Parmi ces nouveaux comportements, quels sont ceux qui répondent à des préoccupations, on va dire, immédiates, comme l'annulation, comme je viens d'en parler tout à l'heure, et quels sont ceux, au contraire, qui vont plutôt s'inscrire dans la durée et qui vont être finalement des vraies nouvelles tendances sur le comportement d'achat en ligne. Alors, je vais, pour parler des chiffres, d'abord faire un petit point sur la méthodo. Donc, le Web Reality Panel, c'est quoi? C'est un indice qui mesure l'évolution des ventes en ligne. On mesure ici les transactions des ventes en ligne chez plus de 40 sites e-commerce partenaires. Tous sont des sites leaders dans leur secteur et on a catégorisé 5 secteurs qui sont l'équipement de la maison, la vente de billets en ligne, la mode, le voyage et l'alimentaire. Avec ce Web Reality Panel, on peut faire toutes sortes de choses, toutes sortes d'extractions qui nous permettent d'analyser les temps forts du e-commerce. Cette année, on avait plutôt prévu de parler des soldes, du Black Friday, des achats de Noël, comme d'habitude. On n'avait pas prévu qu'on allait parler du confinement. Et là, manifestement, il y a un effet, alors ce n'est pas saisonnalité, mais événementiel extrêmement fort qui nous permet justement d'avoir cette réactivité pour sortir des chiffres que j'espère pertinents. En tout cas, on va vous les partager. Et on a également toujours un petit focus sur l'attitude des achats en ligne avec, pas une opposition, mais une répartition entre ce qui se passe sur desktop et ce qui se passe sur mobile, puisqu'on sait que c'est quelque chose aussi qui progresse beaucoup avec des situations et des constats très différents selon les business. Alors, il y a pas mal de chiffres. Il ne faut pas se laisser impressionner.
Il y a 3 phases qui sont données sur l'ensemble de ce premier semestre. Donc là, vous avez les chiffres à travers ces histogrammes sur l'ensemble du premier semestre 2020. On a les 3 phases, donc de pré-confinement, la phase de confinement et la phase de post-confinement. En vert, vous avez les chiffres de 2019, en bleu ceux de 2020, parce qu'au-delà de montrer un histogramme et de son évolution sur le courant de l'année, on a voulu voir aussi ce que ça représentait par rapport à un exercice dit normal, donc celui de 2019. Donc on voit que sur la première partie de l'année, donc jusqu'à ce fameux 17 mai, qui est la date du confinement, on a une situation, on va dire, plutôt conforme aux autres années en termes de trend, de transactions. Et puis, dès la semaine du 17 mars, on note une accélération. Alors, l'accélération, elle est notamment notable lorsqu'on compare à 2019, puisque évidemment, lorsqu'on regarde le premier trimestre, qui est souvent un trimestre assez dynamique pour le e-commerce, l'écart n'est pas si important que ça, mais c'est surtout que le confinement est venu dans une période plutôt calme, ou plus calme que les autres dans la saisonnalité du e-commerce. Et donc, c'est par rapport notamment à 2019 qu'on voit un effet important, puisqu'on est sur 38% de transactions en plus par rapport à la même période sur l'année précédente. Et en post-confinement, donc on voit cet effet finalement de trend, donc du boost sur certains secteurs. On verra la granularité secteur par secteur tout à l'heure, mais on voit qu'il y a un effet de trend qui permet de post-confinement annoncer un 22% de transactions supplémentaires, ce qui fait que sur le trimestre, on observe 17% par rapport à 2019 de transactions supplémentaires sur notre panel. Je vous parlais des mobiles tout à l'heure. Ici, vous avez la répartition par semaine entre desktop et mobile. Ce qui est intéressant, c'est de voir que sur la période du confinement, alors évidemment, le mobile progresse, ça, je ne vous apprends rien, mais ce qui est étonnant, c'est que pendant la période de confinement, on a un effet booster du mobile, alors qu'on aurait pu penser qu'on était peinard à la maison à faire ses achats sur desktop. Non, on a un pic, alors de 2 points de plus par rapport à la situation de pré-confinement, mais c'est peut-être anecdotique, mais ça montre que on n'est pas forcément dans un usage de mobilité lorsqu'on veut acheter en ligne depuis son smartphone. Et on voit évidemment que par rapport à l'année dernière, le mobile toujours représente une part de plus en plus importante des transactions. On est à 40% versus 37% l'année précédente. Un petit focus par secteur, et vous allez voir que c'est un petit peu plus radical comme effet. Donc ici, on est sur le secteur de l'alimentaire. Donc évidemment, on s'en doutait, il y a un effet boost qui a été très très impressionnant dès les premiers jours du confinement par rapport à l'année, on va dire à un rythme traditionnel. Donc on est sur des ventes plus que doublées sur le secteur de l'alimentaire. Et ce qui est intéressant, et c'est ça annonce un petit peu ce qu'on veut dire tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment cet effet de trend. Donc, on a converti des nouveaux acheteurs à l'achat de l'alimentaire en ligne, et ensuite, on essaye de les fidéliser, on espère les avoir convaincus de continuer à acheter en ligne l'ensemble de son alimentation. Et donc, on voit que sur la situation de post-confinement, on est quand même sur un livre de 63% par rapport à l'année précédente. Et on est notamment sur les dernières semaines là, de juin, sur du niveau très proche du pic de confinement. C'est en partie lié au fait que pendant le confinement, je pense que les acteurs du drive, n'ayant pas anticipé le dimensionnement, que ce soit logistique, que ce soit en termes de serveurs, n'ont pas pu adresser l'ensemble des demandes. Et sur la partie post-confinement, en étant mieux organisé d'un point de vue logistique, ou en tout cas un peu plus confortable et avec des serveurs qui tiennent un peu plus le coup, ils ont pu absorber cette nouvelle clientèle qui est finalement définitivement conquise par la livraison de l'alimentaire, et le drive est également inclus dans ces statistiques. Concernant le secteur des biens d'équipement, donc on sait que ça a été, on va dire, un achat un peu refuge. On avait le temps de repenser sa déco, on avait le temps de repenser son jardin. Donc on a eu un pic aussi important sur ce secteur-là, donc 60% par rapport à la même période de l'année précédente.
et toujours cet effet de traîne puisqu'on est post-confinement sur un rythme à 32%, ce qui fait qu'on est à 24% sur le premier semestre par rapport à l'ensemble par rapport à 2019. Donc on voit qu'il y a un effet quand même plutôt positif. Et encore une fois, quand je parle de positif, on est sur des transactions et on n'est pas sur des volumes d'affaires. C'est une nuance importante. Le secteur de la mode, donc c'est intéressant également de voir que dès les premiers jours du confinement, c'est un secteur qui a complètement été délaissé pour petit à petit revenir. Donc peut-être qu'il y a eu un effet, je me pose pour préparer mes achats, après l'effet de sidération qui nous a tous envahis pendant les premiers jours du confinement. On est revenu, y compris pendant cette période-là, donc avant le 11 mai, sur des niveaux de transactions équivalents par rapport à 2019. Et sur le post-confinement, on voit même que la dynamique a continué à se poursuivre avec des niveaux supérieurs à l'année 2019. Quand bien même, on sait que ce secteur est très attaché à ce dispositif, quand bien même les soldes n'ont pas eu lieu, on voit qu'il y a un effet quand même extrêmement porteur pour ce secteur. Enfin, le ticketing, on voit, et évidemment, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est un secteur qui a été très touché, qui a été complètement à l'arrêt, hein, il n'y a pas de mystère. Et surtout, c'est le seul secteur sur lequel on ne voit pas le prémisse d'un redémarrage, ou en tout cas, c'est vraiment très timide, puisque on voit sur la semaine 25-26, qui correspondent aux 2 dernières semaines de juin, une légère reprise, mais on est vraiment bien loin des niveaux des années précédentes. Donc, c'est un secteur qui a, pour en avoir parlé avec certains de ces acteurs, qui a du mal aussi à avoir de la visibilité et savoir comment se projeter, comment les choses vont redémarrer. Et évidemment, c'est une grosse difficulté de lecture pour l'ensemble de ce marché. Sur le voyage, on a eu un effet, on va dire, similaire dès le début du confinement, avec un arrêt brutal, évidemment, puisque structurel, de l'activité, avec une reprise, évidemment, progressive. Au fur et à mesure et au gré, on va dire, des annonces gouvernementales, l'activité du voyage a pu reprendre. On le voit encore aujourd'hui avec des pays qui ouvrent leurs frontières ou qui adoucissent, on va dire, leur sélection à l'entrée. On voit que tout de suite, ça a un impact sur l'achat des billets ou l'achat de séjour. Donc là, post-confinement, on est sur un moins 43%, donc on est quand même loin de ce qu'on faisait ce que faisait le secteur sur les années précédentes, mais sur la dernière semaine de juin, il y a un effet de rattrapage évidemment, mais on est très proche de 2019. Donc, j'ai évidemment une transition toute faite pour rester sur ce slide et puis avoir le commentaire d'un acteur important du secteur du travel qui est Oui SNCF. Donc, évidemment, tout le monde, pendant le confinement, a suivi l'actualité de Oui SNCF. On a vu que vous étiez évidemment aussi un acteur d'utilité publique puisque vous avez fait voyager des trains, faire circuler des trains médicaux. Donc, voilà, Guillaume, dis-nous comment s'est passée cette période, comment ont réagi vos clients, quel type de réponse vous leur avez apporté pendant cette période de confinement et de déconfinement complètement inédite pour tout le monde. Oui, c'est sûr que tu fais bien de le dire, c'est quand même une crise sans précédent. On le voit sur la slide qui est quand même assez éloquente, avec un impact évidemment important pour les acteurs du voyage. Nous-mêmes, effectivement, en tant que site de voyage, évidemment, on ne peut plus vendre quand les Français sont confinés. Donc, c'est complexe. En revanche, effectivement, il y a probablement des nuances à faire intéressantes entre les différents acteurs du tourisme et du voyage, puisqu'on le verra, mais tous n'ont pas réagi de la même manière et n'ont pas exactement les mêmes effets. Alors, en ce qui nous concerne, la première chose, c'est qu'effectivement, on a essayé d'être le plus réactif possible. On a vraiment essayé de mettre notre personnel en sécurité, hein, bien sûr, c'était notre première priorité. Et puis, très vite, la priorité, c'était l'accompagnement des clients dans ce contexte inédit. Vraiment privilégier l'information voyageur. C'était la première recherche de nos clients, c'était vraiment est-ce que ça a été annulé,
confinement, on ne savait pas où on allait, combien de temps ça allait durer, et il y avait beaucoup de flou. Donc, vraiment, l'importance ici, apporter de l'information aux voyageurs. Et si je puis dire, on a une chance chez SNCF, c'est qu'on a quand même de l'expérience dans la gestion des situations compliquées et des situations qui nécessitent d'informer les voyageurs de façon très réactive et presque parfois en temps réel. Donc, on a vraiment mobilisé notre service client pour être le plus réactif possible. Et puis, on a mis en place très vite aussi un module d'échange et d'annulation gratuite et sans condition. Et ça, je pense que ça a fait vraiment la différence parce que c'est ce que demandaient les clients, vraiment la possibilité de justement de pouvoir être rassuré sur au moins sur ça, sur son remboursement ou son annulation ou son report. Et on voit les effets d'ailleurs sur la slide qui est affichée, c'est que on a des niveaux de satisfaction client qui sont records aujourd'hui. Donc, ce qui n'est pas anodin pour un site e-commerce comme le nôtre. On a quand même évidemment à cœur de satisfaire nos clients. Et je pense que avoir mis en place ces mesures, ça permet aujourd'hui de préparer d'autant mieux le déconfinement parce qu'on est resté sur une note positive avec SNCF et donc on y revient d'autant plus facilement. On a aussi, tu disais Rodolphe, adapté notre plan de transport. Alors, on a maintenu quand même effectivement des trains médicalisés pour transporter le personnel médical ou militaire, répondre aux besoins impérieux. C'était quand même un élément important. Et puis, on a continué le dialogue avec le gouvernement. Ça, c'est quelque chose qui est important pour se tenir à l'écoute des mesures qui allaient être prises et puis être très réactif. Pour tout vous dire, on avait préparé en fait tout un tas de plans d'action en fonction des scénarios qui seraient évoqués et développés par le gouvernement. Et voilà, on se tenait prêt en fonction de ce qui allait être annoncé pour pouvoir activer tel ou tel plan d'action. Et c'est ce qui nous a permis d'être très réactifs et de favoriser la reprise. Et on va le voir d'ailleurs, on le voit sur la slide actuellement, mais effectivement, en tant qu'acteur presque institutionnel avec SNCF ou SNCF, nous sommes des acteurs qui favorisent la reprise économique. On alimente finalement tous les secteurs autour du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la culture. Et donc, c'est très important de pouvoir finalement alimenter la France avec la levée du confinement. Et donc, on a travaillé suite à la levée du confinement sur la levée des freins qui pouvait y avoir au niveau de l'achat. Et pour un site e-commerce, encore une fois, c'est quand même important. Alors, le premier frein, qui est plutôt évident, c'est le frein sanitaire. Et donc là, dans un premier temps, on a vraiment travaillé sur la réassurance. On a utilisé, c'était assez inédit, l'ensemble de nos emplacements merchandising, marketing qu'on avait sur notre site et notre application, voire même sur l'assistant SNCF également, pour informer nos voyageurs sur les mesures qui étaient prises en place pour respecter les consignes sanitaires. Donc, évidemment, le nettoiement, la désinfection, même on a eu des questions autour de la ventilation des trains. Donc, on a communiqué vraiment dessus pour rassurer. Et puis, on est allé un peu plus loin, et ça, c'est quelque chose d'assez inédit aussi, qu'on a appris. C'est forcément, quand on réserve son billet de train pour aller dans un TGV, on peut réguler les flux. En revanche, quand on a un accès libre à un train comme un TER, par exemple, là, c'est plus compliqué de réguler les flux. Et on a mis en place pour la première fois avec notre partenaire TER des coupons numériques que vous pouviez télécharger gratuitement sur Internet pour pouvoir accéder au train, ce qui nous permettait, nous, de réguler les flux finalement de passagers et aussi de rassurer les internautes et les voyageurs afin de leur confirmer que la quantité de personnes dans les rames serait maîtrisée. Donc ça a vraiment été quelque chose qui a été fait en quelques jours, très rapidement, et qui a vraiment permis de rassurer. Ensuite, on a travailler sur l'inspiration, parce qu'une fois qu'on a rassuré sur l'aspect sanitaire, il faut quand même donner envie de voyager. Et donc là, on a vraiment travaillé sur la promotion des territoires. Alors, ça tombe bien aussi, puisque c'est quand même dans notre cœur de métier de faire la promotion de la France, de ses collectivités, de ses régions. Et on travaille avec la plupart des offices du tourisme, d'ailleurs, dans ce sens, et des régions. Et donc, on a travaillé ici sur des messages plus inspirationnels, pour donner envie d'aller découvrir ou de redécouvrir la France avec vraiment des formats, des prises de parole, que ce soit sur notre site, encore une fois, sur nos espaces merchandising ou en extérieur, parce qu'on a repris la parole. C'était quelque chose qu'on avait arrêté évidemment pendant le confinement. On a repris la parole justement pour inspirer avec des visuels plus tournés autour des paysages et de la culture. D'ailleurs, nous-mêmes, au niveau de la régie publicitaire WIAD, on accompagne toujours les marques pour faire la promotion justement de régions, de territoires et puis des activités autour du tourisme qui sont nécessaires à la reprise d'une vie normale. Et puis enfin, et il ne faut pas l'oublier quand même, on a le frein économique.
puisque évidemment, les Français ont été touchés. Parfois, on a des situations au niveau du foyer qui sont complexes ou peu de visibilité aussi sur son futur économique. Et donc, il était important de relancer l'activité avec une dynamique commerciale. Et c'est la raison pour laquelle on a réalisé des offres promotionnelles. Alors, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire lors de l'ouverture des ventes des billets de train. Ce qui a été exceptionnel ici, c'est qu'on a réalisé à un intervalle assez proche, finalement, une ouverture des ventes en mois de juin, mi-juin pour l'été, avec un très gros succès, 5 millions de billets à prix réduit, à moins de 49 euros. Et puis, rapidement, puisque finalement la rentrée arrive vite, début juillet, on a proposé l'ouverture et puis les réductions avec des billets à moins de 29 euros pour la rentrée. Donc là aussi, pour favoriser la reprise, tout un tas de mesures qui ont été mises en place aussi avec la prolongation de la validité des cartes commerciales, des opérations autour de TER de France aussi avec d'autres opérations commerciales. Et donc, toutes ces opérations contribuent à une reprise et à un effet de rattrapage que tu mentionnais, Rodolphe, très important. On va y revenir après, mais effectivement, on voit sur la slide affichée qu'on a un effet de reprise qui est très important dès la levée du confinement et des usages, des comportements d'achat qui sont pour certains maintenus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de révolution en termes d'achat et c'est plutôt rassurant de se dire que finalement, les Français n'ont pas fait de croix sur leurs vacances, mais pour autant aussi quelques comportements d'achat qui, eux, évoluent. Et je pense qu'on va y revenir un petit peu après avec vous. Ouais, merci Guillaume pour ça. Et c'est marrant parce que quand on a fait notre premier webinaire, c'était au mois d'avril, on avait finalement déjà des tendances, notamment sur le fait d'informer, de réassurer, d'être sur l'inspirationnel, d'être sur la reprise de parole. C'était déjà un des grands learning de nos témoins et surtout un sujet sur lequel ils comptaient continuer ou accélérer sur les mois qui venaient, les semaines qui venaient. Donc, c'est celles qui viennent de se dérouler, puisque à l'époque, on était au mois d'avril. Donc, ça rejoint exactement ce qu'on avait commencé un petit peu à entrevoir à cette période-là. Je voudrais également avoir donc l'éclairage de Groupon parce que c'est particulièrement intéressant, je trouve, d'avoir Groupon aujourd'hui parmi nous pour comprendre comment cette situation de crise et de confinement a été vécue, surtout que il y avait eu quelques mois avant l'annonce de l'arrêt total de la commercialisation de produits type marchandises pour se concentrer sur des expériences locales. Donc, j'imagine que ça a dû être assez bouleversant, puisque en termes de timing, cette annonce, ou en tout cas cette volonté de revirement stratégique, n'était pas forcément très bien alignée avec ce qui se passait sur notre position de confiné. Donc, comment vous avez réagi par rapport finalement à une stratégie annoncée, donc de se repositionner d'arrêter les marchandises pour se repositionner sur des expériences locales, quand un mois plus tard, les expériences locales sont rendues impossibles par rapport à cette situation de confinement? Rodolphe, merci beaucoup de rappeler un peu l'histoire de Groupon. Historiquement, on vient des offres locales, la restauration, la beauté, des commerces locaux, votre coiffeur. On avait rajouté la partie produit. Effectivement, en début d'année, on avait renforcé notre ADN en focusant uniquement sur le local, les expériences et les expériences qu'on vit en famille. Effectivement, le Covid est venu un peu fracasser tout ça, puisque un peu comme la SNCF, comment faire voyager des gens quand on est confiné, comment les faire aller au restaurant quand les restaurants ont fermé, ou aller au théâtre. Donc, on a pris un peu les vagues successives des annonces du gouvernement et un peu comme toutes les marques, on a dû d'abord protéger nos salariés. Donc, la mise en place du télétravail a été largement anticipée et favorisée en amont du confinement et c'était fortement recommandé à l'ensemble des salariés. Et ensuite, il a fallu rassurer les clients. Des gens avaient acheté des coupons. Est-ce que je pourrais aller au restaurant dans une semaine? Est-ce que je pourrais aller chez le coiffeur? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on a prolongé tous les coupons. On a contacté tous les professionnels pour savoir où est-ce qu'ils en étaient en fonction de leur avancée. Donc, dans la billetterie, ils ont été impactés d'abord moins de 5 000, d'abord plus de 5 000, puis moins de 5 000, puis moins de 500. Donc, on a vu là-dessus aussi le marché un peu réagir en temps réel. Donc, les accompagner en prolongeant les offres, en garantissant aux clients qu'ils pourront en bénéficier ou sinon qu'ils pourront avoir des remboursements pour bénéficier d'autres offres. Donc ça a été vraiment la gestion de la crise en fait
de la fermeture des différents business. On a du voyage aussi, donc forcément, là aussi, on a vécu ça de plein fouet. Rapidement, on a dû prendre le relais. Donc, les offres de produits ont continué à bien fonctionner. Et sinon, des offres qu'on appelle chez nous plutôt nationales, autour du e-learning, ont trouvé très rapidement leur place. Les gens confinés ont décidé qu'ils allaient en profiter pour réfléchir, se former. Donc, on a eu un gros pic des ventes e-learning. Un autre pic important, c'était tout ce qui sont les produits personnalisés. A priori, pendant le confinement, les gens ont imprimé leurs photos et ont fait tous les albums photos qu'ils avaient en stock depuis plusieurs années. Mais c'était vraiment intéressant parce que ça a été des vrais relais pour nous. Donc, les clients, en fait, continuaient à venir sur le site, continuent à venir massivement depuis le mobile. Ça, c'est vraiment un constat. Toutes nos offres continuaient à être consommées à 80 ou 90% depuis un mobile. Pour garder le lien entre les restaurateurs et les commerçants, on a proposé des recettes de restaurateurs qu'ils ont mis à disposition gratuitement et même des recettes de salariés de l'entreprise. Donc, voilà, les brioches de Justine ont acquis, il y a 15 000 personnes qui ont cliqué pour dire que ça les intéressait. Donc, voilà, donc on essaie de garder le lien. Ça, c'était vraiment le point important. Nos équipes commerciales ont aussi gardé le lien avec tous ces professionnels qui étaient, eux, totalement impactés. Et très rapidement, l'économie refait surface. Tu parlais de l'alimentaire. Là, je pense qu'on parle plus des drives. Nous, c'était plutôt la restauration s'est adaptée en faisant la livraison et surtout le à emporter. Étonnamment, la livraison, qui était un secteur qui commençait à vraiment beaucoup se développer, et là, c'est la vente à emporter, le souhait pour les restaurateurs de garder le contact avec leur clientèle. Et la clientèle, je pense que quand tu as une heure pour sortir, tu es assez content d'aller au restaurant chercher ta nourriture, et je pense qu'on l'a tous vécu, chacun différemment. Mais voilà, donc on a créé, nous, directement des offres spéciales là-dessus. On a travaillé avec Métro pour connaître les restaurateurs qui continuaient à avoir une activité qui n'avait pas fermé, pour continuer à les propulser. Donc ça, c'est la troisième phase, c'est la phase pré-déconfinement et déconfinement. C'est accompagner les secteurs qui redémarrent. Tu parlais de la billetterie. Effectivement, les théâtres et les spectacles sont dans une grosse incertitude. En revanche, nous, dans la billetterie, on voit que les loisirs fonctionnent très bien. On a une grosse offre de parcs de loisirs, Marineland, Thoiry, et ça, c'est des offres qui sont fortement plébiscitées. Et la clientèle, vraiment, y va. Je pense qu'on prépare ses vacances. On prépare ses vacances en France, on redécouvre et on regarde les offres qui sont à proximité de son lieu de vacances. Donc ça, c'est un nouvel usage. C'est vraiment regarder la proximité de l'offre qu'on va avoir dans ces lieux de vacances. Et nous, là, on s'est rendu compte que tous nos moteurs de recherche qui permettent de chercher à 10 km, à 50 km d'un point précis sont fortement plébiscités par les clients. Donc, il y a un vrai retour à la proximité, au local. Nous, on est né en 2009, donc après la crise économique de 2008, forcément, il y avait un besoin qui était autour de la promotion, de faire revenir les gens dans les établissements. Je pense qu'aujourd'hui, on s'éloigne de la promotion. Nous, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que toutes les opérations qui se lancent, il y a moins de promotion, les offres sont au prix juste, c'est-à-dire qu'il y a un effort qui est fait par les marques, mais tout en étant balancé, c'est-à-dire qu'il faut inclure pour les coiffeurs le coût des mesures sanitaires. Pour les parcs, les gens peuvent comprendre qu'ils ne vont pas remplir leurs parcs. Moi, j'étais perdu, Paul, là. Ouais, bon. Vous l'entendez? Guillaume, tu l'entends, Non, toi? non Non, hein. plus. Crise Je là. pense qu'il y a petit problème de connexion. C'est peut-être parce qu'il a été trop long, hein. C'est un système vachement perfectionné qui coupe le C'est micro. la censure. Exactement. Bon, du coup, je vais te donner la parole, Alison, évidemment. Bon, c'est pas très gentleman de te faire passer la dernière pour ce commentaire, mais pour moi, c'est un petit peu la même question que pour Groupon, c'est-à-dire que quand on a une activité comme celle de Rakuten, partiellement basée sur l'achat-revente entre particuliers, et donc forcément cette activité. Salut Paul, on t'a Excusez-moi pour coupé. la coupure, c'est des Du choses coup, qui arrivent. tu étais sur la fin, donc j'en ai profité pour passer la parole à Il n'y a Alice. aucun problème, pas de problème. Merci. Ouais, donc du coup, quand on a cette activité quand même très basée ou portée sur l'achat-revente entre particuliers, quand les modes de livraison traditionnels sont pas complètement à l'arrêt, ou pas à l'arrêt, mais complètement chamboulés, voilà, comment vous avez réagi? Est-ce que vous avez contourné le problème? Est-ce que vous vous êtes concentré sur d'autres activités? Je sais que vous êtes également très fort sur la marketplace.
Voilà, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pendant cette période pour réagir face à ces difficultés importantes pour vous? Ouais, en fait, juste pour rappeler un petit peu le business model de Rakuten, tu mentionnais les ventes entre particuliers, mais on a aussi, du coup des marchands professionnels, et notre troisième type de client, finalement, ce sont les acheteurs. Nous, ce qu'on a observé, c'est, déjà sur, les achats, il y a eu des gros changements de comportement et une adaptation, au niveau de la consommation. Typiquement, les produits qui étaient achetés étaient quand même assez différents, hein. On était, beaucoup plus sur des produits d'équipement, par exemple, liés au télétravail, aussi des produits pour s'occuper pendant le confinement, donc tout ce qui était, jeux culturels, produits culturels, les jeux de société, les jeux extérieurs, voilà. Donc ça, c'était des gros changements. Il y avait aussi tu parlais de la partie mobile dans ton introduction qu'on a clairement vu ressortir. En fait, nous, on l'explique en partie par des habitudes quotidiennes, puisque en effet, notre partie desktop a aussi vu une diminution. Déjà, je ne sais pas si vous avez vu la même chose sur les autres types de sites, mais on a des changements au niveau des horaires de consommation. Habituellement, nos pics de trafic, ça va être plutôt le matin, pendant la période de commutation entre le domicile et les transports. Et puis ensuite, un gros pic de trafic pendant l'heure du déjeuner devant son ordinateur au bureau et puis le soir. Là, c'était complètement chamboulé et la consommation, les achats, ils se faisaient plutôt tout au long de la journée avec un pic, avec un creux pendant l'heure du déjeuner puisqu'on était en train de consommer avec déjeuner avec sa famille, préparer son repas, etc. Donc, il y a eu un gros bouleversement à ce niveau-là. Il y a eu un autre changement au côté acheteur, c'était au niveau de la recherche des bons plans. En effet, comme tu l'as précisé, il y a eu pas mal d'impact au niveau de la consommation. Donc, il y a eu déjà au début de la période de confinement une baisse globale de la consommation, même sur notre plateforme, qui était liée un petit peu à la morosité ambiante. Mais après, on a vu une réelle recherche de bons plans. Nous, aujourd'hui, on a un club qui s'appelle le Club R, qui est un programme de fidélité qui rassemble quelques millions de membres et qui leur permet de bénéficier systématiquement de 5 à 20% de remise en Rakuten Points qu'ils peuvent réutiliser sur la plateforme. Et en fait, juste pendant la période de confinement, on est passé de 3 à 4 millions de membres, ce qui augmente considérablement notre part de clients fidèles et surtout de clients à la recherche de bons plans. Ça, c'était vraiment des gros changements de comportement côté acheteur. Après, sur nos autres types de clients, donc on a bien évidemment les vendeurs particuliers, tu le mentionnais, on a eu un énorme impact avec la fermeture de Mondial Relais, hein, qui représente à peu près 60% de nos ventes sur les ventes en C2C. Donc, on a dû faire un gros travail de réassurance auprès des vendeurs. On a dû communiquer beaucoup plus avec eux pour les inciter déjà à maintenir leurs commandes, à rassurer leurs acheteurs, à communiquer beaucoup plus avec et à migrer sur d'autres modes de livraison, comme par exemple le mode retrait en boîte aux lettres qui est plus sécurisé et qui leur permettait quand même de vendre leurs produits. Et enfin, sur l'autre typologie de clients qu'on a, qui sont les marchands professionnels, les enseignes et les commerçants, on a dû aussi beaucoup les accompagner. Et c'est pour ça que je pense que le plus gros de notre travail de communication, finalement, elle s'est fait avec notre service client et nos e-commerce consultants pour pouvoir les aider déjà à retravailler leur mode de livraison. Pour rappel, on a une bonne partie de notre volume d'affaires qui est généré en click and collect, c'est-à-dire avec l'option Rakuten In-Store, vous allez récupérer vos commandes dans le magasin du marchand chez qui vous avez commandé ou de l'enseigne en 1 heure. Et du coup, toute cette partie-là, toute cette partie des ventes, elle a dû être retravaillée pour accompagner les marchands à proposer d'autres modes de livraison tout en restant quand même compétitifs au niveau de leurs frais de port. Donc ça, c'était pour nos marchands qui vendent déjà. Et puis, on a aussi eu un gros plan de communication autour des nouveaux commerçants pour leur permettre de se brancher sur la plateforme et de mettre en vente leurs produits de façon extrêmement rapide. Il y a quand même énormément de commerçants qui ont subi de plein fouet la fermeture des magasins et qui ont dû de fait reporter leur activité et compenser du mieux possible avec l'activité en ligne. Pendant cette période, nous, on a mis en place des webinars, des formations accélérées pour les commerces même les commerces de proximité qui, pour certains, ont très peu de connaissances Internet et sur la vente en ligne. Voilà, donc on a pas mal communiqué dessus. On a vu que c'est quelque chose quand même qui parlait beaucoup puisqu'on a eu plus 40%
de vendeurs entrant sur la plateforme pendant la période. Donc, je dirais beaucoup de travail de communication au cas par cas sur nos différentes typologies de clients. Ok, merci pour cet éclairage. On reviendra sur, je sais que tu as noté pas mal d'autres choses, on va y revenir tout à l'heure sur ces nouveaux comportements. On va se tourner un petit peu vers l'avenir, vers du positif, les vacances. Donc ça a démarré la semaine dernière, enfin samedi dernier. Donc, SNCF, vous êtes bien placé pour savoir comment les Français vont partir en vacances. Donc, est-ce qu'il y a des nouveaux comportements d'achat pour partir en vacances? Est-ce que les Français vont partir en vacances de façon différente que les années précédentes? Évidemment, on sait que la réponse serait oui, mais ça sera quoi les principales différences par rapport aux années précédentes? Alors, c'est une bonne question parce qu'on était quand même dans une situation, et on l'est toujours, vraiment inédite. Et il y avait quand même une question qu'on s'est posée à un moment, et d'ailleurs tu peux revenir même sur la slide précédente, Rodolphe. Est-ce que les Français allaient et vont vraiment partir en vacances? On pouvait quand même se poser la question dans un climat de peur, de crainte généralisée. La question n'était pas finalement si facile et si évidente à répondre. Et la bonne nouvelle, tu le disais, on a quand même des éléments positifs, c'est qu'on revient à des niveaux de vente qui sont similaires à ceux de l'année dernière. Quand on compare un mois de juin à celui de 2019 ou début de juillet qu'on peut observer. Donc voilà, on est quand même sur des éléments qui sont positifs. Je pense que les vacances, c'est un élément important dans le portefeuille de nos internautes et des Français. Selon certaines études, d'ailleurs, on observe que la dépense, c'est le secteur d'achat, le poste d'achat privilégié par les Français avant même les vêtements. C'est quelque chose qui est vraiment important pour nous, et donc on n'a pas fait une croix dessus. Donc c'est plutôt positif. On s'attend, nous, à avoir, je vous partage le chiffre, 20 millions de voyageurs cet été. Donc voilà, des volumétries intéressantes. Et on observe sur la slide qui est présentée que, effectivement, depuis la levée du confinement, on va vers un retour progressif. Alors, on va voir quels sont les comportements d'achat qui ont évolué. Le premier enseignement qu'on a retenu, c'est effectivement l'impact de la parole gouvernementale. On peut toujours rester sur cette slide-là. À chaque fois, on le voit vraiment très clairement sur cette slide, à chaque fois qu'on a une annonce gouvernementale, que ce soit le 14 mai, le 2 juin ou le 15 juin pour annoncer l'ouverture des frontières, la levée des 100 km par exemple, on a un pic de trafic immédiat et un pic de commande aussi. Donc vraiment, on observe, et ça c'est un enseignement qu'on tient, de se tenir prêt au niveau des infrastructures, des équipes, pour réagir et s'attendre à ce type de pic de trafic dès lors qu'il y a une annonce gouvernementale, puisque les Français sont vraiment à l'écoute. On l'a vu en termes d'audience, c'était vraiment des moments forts pour la France en général. En termes de comportement, on le voit aussi sur la courbe, on a des Français qui sont plus court-termistes que précédemment. C'est-à-dire qu'ils vont partir, mais ils nous disent pas forcément quand, ou en tout cas ils nous le disent très tardivement, et ils vont réserver vraiment à la dernière minute dans une plus forte mesure. On le voit d'ailleurs avec les deux courbes ici, on a vraiment des réservations pour juillet qui sont très fortes, et c'était le cas pour juin, et pour août qui sont bonnes, mais qui sont un petit peu en retard par rapport à ce qu'on observait. Et on voit nos clients qui font davantage appel à des fonctionnalités qu'on propose comme la pose d'options. Alors ça, c'est intéressant. La pose d'options, on la proposait déjà avant le confinement. Donc finalement, à fonctionnalité égale, on voit vraiment l'utilisation différente qui peut être faite. Et là, clairement, on a des internautes qui vont être un petit peu plus sur la réserve, un petit peu, qui veulent faire preuve de plus de flexibilité, et donc qui font appel à cette fonctionnalité pour réserver des places, mettre une option et garantir un tarif, tout en pouvant finalement l'annuler jusqu'au dernier moment. Donc voilà, ça c'est une première évolution qu'on observe. On espère qu'elle sera à court terme par rapport à ce que tu me demandais, Rodolphe, et au moins, je pense, jusqu'à la fin de l'année. Mais effectivement, dans ce sens-là, nous, par exemple, on propose l'annulation et la modification des billets gratuitement jusqu'à la fin août. Donc voilà, il y a déjà un signal qui montre que au moins jusque pendant l'été, on va travailler sur cet aspect-là. Ensuite, sur les types de profils, on observe des achats qui sont différenciés, qui sont assez intéressants. Alors, j'espère, je pense plus à court terme aussi, sur les populations un petit peu plus âgées, comme les plus de 60 ans, on va avoir une reprise un petit peu plus timide.
on observe que cette population-là revient doucement à l'achat, ne se projette pas forcément encore et a probablement encore besoin de réassurance. Et il y a un attentisme qui peut se comprendre évidemment par rapport au contexte mondial et aux nouvelles qu'on peut avoir de part et d'autre. Donc là-dessus, voilà, encore besoin de réassurance. Donc finalement, on a peut-être aussi des communications en deux temps, en fonction des typologies. Et puis, et là, c'est plus intéressant parce que probablement à plus moyen et plus long terme, on observe une différence sur les comportements des cibles professionnelles. Et donc, tous nos voyageurs business qui voyageaient pour aller à une réunion, aller dans leur bureau ou à un rendez-vous client, là, depuis la levée du confinement, on observe finalement des usages assez amoindris. Pendant l'été, évidemment, on est sur une période un peu plus creuse, c'est naturel, mais on s'attend à ce que à la rentrée et puis sur le reste de l'année et probablement un petit peu plus tard, les usages changent. Pourquoi ? Je pense qu'on l'a tous vécu, les entreprises ont réalisé qu'on pouvait travailler à distance, que ça fonctionnait, qu'on pouvait être efficace, productif. Et nous-mêmes, en tant qu'individus, et c'est ce que nous montrent les études, on réalise que finalement, ça a peut-être du bon ou c'est possible d'aller vivre en province et de continuer à travailler dans une grande entreprise qui peut être dans une grande ville. Et donc, on s'attend à des comportements un petit peu différenciés parce que les Français vont probablement aller s'installer davantage en province et faire un aller-retour une ou deux fois seulement dans la semaine pour aller à une réunion importante ou un rendez-vous. Et donc ça nécessite d'anticiper ces changements et de proposer des nouvelles offres commerciales. Et donc, c'est des sujets sur lesquels on réfléchit pour accompagner le changement et faire le suivi finalement dans la continuité de ces nouveaux usages avec la démocratisation du télétravail. Donc là-dessus, vraiment un changement plus durable. En termes de type de voyage, pour finir, évidemment, le tourisme de proximité est privilégié. Je pense que le Made in France, fabriqué en France pour être chauvin, parler en français, est privilégié. Et c'est d'ailleurs un axe de communication qui est pris par la plupart des marques et que nous-mêmes, oui, SNCF, on adoptait pour faire découvrir la France et les territoires français. Donc l'Europe est un petit peu moins visitée, en tout cas, c'est ce que nous montrent les premiers chiffres, bien que les pays limitrophes redémarrent. On a par exemple la Belgique, la Suisse qui repartent, l'Italie aussi. Donc voilà, petit à petit, je pense que la zone de confiance va s'étendre. Et puis, on parlait du fait que les Français vont rester en France. Pour autant, ils vont quand même aller au-delà des frontières de leur région, puisqu'ils nous disent qu'ils vont aller au-delà des 100 km. Et la raison est assez simple, on la voit sur la slide, c'est parce que ça ne change pas. Les Français veulent continuer à aller au bord de la mer. C'est vraiment, on est sur des niveaux qui sont similaires à ceux d'avant la crise. Donc là-dessus, pas de changement. On veut toujours aller au bord de la mer. Et donc, évidemment, en termes de régions qui vont être visitées, et c'est intéressant pour nos partenaires aussi et autres acteurs du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, les régions du littoral comme Bretagne, PACA et Aquitaine vont être les plus visitées cet été. Ce qu'on observe qui est assez différent, en revanche, c'est moins de visites prévues pour l'Île-de-France, à destination de l'Île-de-France. Alors, dans l'auditoire et peut-être autour de la table ici, on est autour de Paris, donc ça nous semble un peu évident, mais c'est vrai qu'habituellement, la région parisienne, le bassin Île-de-France est quand même très visité, c'est quand même une zone très touristique, pas que pour les touristes étrangers, aussi pour les Français. Et c'est vrai que là, on observe une diminution de l'appétence pour cette destination. Évidemment, on imagine qu'on a moins envie de se réunir, de se concentrer dans des grandes villes. Et c'est là où c'est important de continuer à communiquer pour donner envie, expliquer les mesures qui sont prises. Et nous-mêmes, on accompagne les partenaires pour les aider à communiquer à ce niveau-là, au niveau des médias et de la publicité. Et puis sur la durée, là, on observe un changement aussi, c'est que les Français se projettent sur des vacances plus longues et un petit peu différentes. On a 72% des Français qui déclarent qu'ils vont partir 18 jours, là où avant, on était sur des durées de 13 jours. Donc, ça va avoir un impact. Je rebondis sur ce que disait Paul avec Groupon, probablement. Il va y avoir plus de demandes au niveau des locations, de la restauration, de tout ce qui tourne autour de ce qu'on fait en vacances, finalement. Et puis, sur les types de vacances, on le voit, on va avoir des vacances plus orientées autour de la famille, plus calmes aussi. Là, c'est difficile de se dire si ça sera un changement durable qui va vraiment perdurer dans le temps. Nous, ce qu'on observe, c'est que donc, en conclusion, les Français vont partir en vacances. C'est quand même positif.
Ils s'informent, ils ont besoin d'être rassurés dans la continuité. Ils sont sensibles malgré tout aux offres commerciales, aux conditions qui peuvent être faites. Et on a conscience que, évidemment, tout le monde ne peut pas le faire. Je pense que les Français en ont conscience. Quand il y a ce type d'offres, ils y sont sensibles. Et la grosse différence qu'on observe, c'est que finalement, ils vont partir, mais ils nous disent vraiment au dernier moment où et quand ils vont partir. En fait, ils vont reprendre plus ou moins leurs bonnes vieilles habitudes dans la méthode, en faisant des changements. Mais là, lorsqu'on voit les destinations, les envies restent les mêmes. Est-ce que tu partages ça, toi, Paul, chez Groupon, sur le fait que finalement, les Français vont à nouveau réavoir envie des mêmes choses, ou est-ce que vous êtes en train de voir vraiment des nouvelles tendances? Tu avais commencé à parler des expériences, des expériences locales, les parcs d'attractions, les fêtes foraines, etc. Qu'est-ce que vous mettez en place pour détecter ces nouvelles tendances? Est-ce qu'il y a déjà 2-3 trucs que tu vois émerger? Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en temps réel, c'est-à-dire que nous, on regarde les offres qui sont, ce que les gens recherchent sur notre plateforme et ce qu'on a en face. Donc, ce qui nous permet aussi d'orienter. Pendant le confinement, on a vu quelque chose, c'était les services auto. C'était a priori, après le e-learning, beaucoup d'offres pour des services auto en prévision du moment où on va pouvoir repartir pour être sûr que la voiture sera prête. Et c'était aussi un des rares commerces qui pouvait être un commerce de première nécessité, qui pouvait continuer à être actif. Donc, les clients recherchent. Moi, ce que je vois, c'est surtout un changement des horaires. En plus, je suis content. Rakuten a parlé des promotions. SNCF a parlé des promotions. Pour une fois, ce n'est pas Groupon qui parle des promotions. Donc, je pense que c'est un bon plan. Non, c'est le changement d'habitude. On a beaucoup parlé de la folie des coiffeurs à la fin du confinement, qui serait donc. On a vu, nous, pas chez nous, un pic des offres parce que les gens ils sont allés directement. Et en revanche, on a un changement total des comportements. C'est-à-dire que les gens ils vont la semaine et plus le week-end. Donc, nous, nos coiffeurs qui étaient remplis le week-end et qui n'avaient pas de place nous disent maintenant, on a besoin de faire des offres le week-end pour remplir. Pareil pour les restaurateurs qui fonctionnaient très bien à l'heure du déjeuner avec des offres plutôt professionnelles. Donc là, c'est un vrai impact du télétravail. Et aujourd'hui, nous, on est présent dans 15 pays et donc on regarde, on parlait des mesures gouvernementales et des annonces. En fait, on regarde ça à la loupe et on suit ça pour s'adapter en quasiment semaine après semaine en fonction de ce qui est ouvert, pas ouvert et de comment matcher cette offre et cette demande. Donc pour l'instant, on la surveille, on va voir comment elle va se solidifier dans le temps. Mais c'est des gros marqueurs forts qu'on avait déjà, la restauration reprend très bien, les loisirs, la beauté et le bien-être, tout ce qui est loisirs individuels. On a eu un petit, post-déconfinement, c'était beaucoup de jet ski, de montgolfière, de parachutisme, des activités plutôt solo, et puis un peu pour se faire plaisir. Donc on sentait qu'il y avait un peu d'épargne qui avait été faite et on fait un peu le truc qu'on avait prévu de faire depuis longtemps et on se fait plaisir. Donc je pense qu'il va y avoir cette immédiateté, les gens vont chercher des choses rapidement et praticité. Tu parlais des options, Guillaume, sur SNCF, je peux mettre une option. Nous, aujourd'hui, l'outil de réservation, les créneaux horaires, être sûr que sa réservation va être garantie à telle heure dans un restaurant ou même chez un coiffeur, c'est une clé. Et aujourd'hui, tous les restaurants proposent ce booking tool. Ils l'ont même proposé maintenant plus largement pour leur service et tout ce qui va faciliter la vie des clients. Donc, nous, c'est ce qu'on constate, c'est que les options qui facilitent la vie des clients sont de plus en plus utilisées. Et ça, c'est quoi. Moi, l'outil de réservation, je pense que c'est quelque chose qui va rester. La restauration est un des secteurs qui, à mon avis, a tellement subi ce confinement qu'il a accéléré là en 3 mois sur le digital comme ça. On l'a rarement vu. Ils ont tous leur site, tous leurs outils de réservation, des scans pour les commandes. C'est un des secteurs qui déjà se digitalisait à marche forcée, mais là, ils ont vraiment accéléré et les clients suivent. C'est-à-dire qu'un restaurateur qui n'a pas un menu à scanner où on peut précommander son repas, etc., va avoir des complexités dans les prochains temps. Et à l'international, tu vois, alors même si les situations sanitaires peuvent être différentes, tu vois des comportements similaires? Est-ce qu'il y a des parallèles à faire En fait, entre ce que tu vois en France et dans notre marché? on a malheureusement bénéficié d'un peu du savoir-faire de nos homologues italiens. On a regardé ça de très près. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il faut regarder le niveau de granularité. C'est qu'aucun pays ne se comporte exactement comme le pays voisin. Les annonces gouvernementales ont un impact, le tissu économique a un impact, la manière de consommer a un impact. En Allemagne, l'activité est quasiment restée stable malgré les confinements parce que les gens respectaient les mesures de distanciation sociale. Au UK, aujourd'hui, là, c'est très compliqué et on sent que la reprise va être beaucoup plus complexe. Les Américains le gèrent aussi à leur manière. Donc, aujourd'hui, la politique qu'on a chez Groupon, c'est de regarder quasiment au niveau des villes pour s'adapter. Donc,
pourrait creuser sur… Aujourd'hui, on va savoir si Melbourne se confine cette semaine, ça aura un impact sur la consommation. Donc, on va vraiment réagir à ça. En revanche, on se partage les learnings et on voit ce qui fonctionne bien. Le loisir est un secteur qui redémarre extrêmement fort dans tous les pays. Les gens ont besoin de sortir en famille et je pense que les activités extérieures qu'on peut faire en groupe avec des mesures de sécurité et sanitaire extrêmement claires, parce qu'on sait que dans un parc d'attractions, ça va bien se passer, vont avoir un gros succès dans les prochains mois. Ok, intéressant. Merci pour ce learning-là. Donc là, nous, on est très, finalement, avec Groupon et WSNCF, on est très dans finalement le service, l'expérience, le voyage, de façon un peu plus bien de conso. Qu'est-ce que tu vois, Alison, chez Rakuten? Alors, je sais que vous anticipez, vous essayez évidemment d'anticiper les futures tendances. Vous avez fait une étude à ce sujet. Vous étudiez aussi vachement le comportement de vos clients avec, on va dire, une matière relativement importante avec tout cet afflux de nouveaux membres et de nouveaux clients. Est-ce qu'il y a un match entre ce que vous avez vu dans votre étude et ce qui se détache dans le comportement d'une partie de vos clients? Oui, en effet, on a des choses qui se confirment avec des trends qu'on observe depuis longtemps, mais qui sont particulièrement exacerbés en post-confinement. Juste globalement, je nous retrouve à peu près dans tes chiffres de croissance en post-confinement. En effet, il y a plein d'utilisateurs qui se sont un petit peu habitués à utiliser les services sur Internet, à comprendre le système, le fonctionnement et les moyens d'utiliser les plateformes e-commerce. Donc, on est plutôt dans un trend positif. Après, du coup, en effet, tu parlais d'une étude que je te partageais, qu'on a réalisée fin mai avec OpinionWay sur un échantillon d'à peu près 1000 personnes, un peu plus de 1000 personnes. Et les gros traits qui sont ressortis à la sortie du confinement, en fait, il y a deux sujets. Je dirais qu'il y a un sujet un peu autour de la consommation et on va dire presque du mode de décroissance. Alors, c'est peut-être rigolo d'interroger les clients dessus qu'on est une marketplace, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut vraiment qu'on suive et qu'on regarde de près et qui nous intéresse particulièrement. Et après, il y a le sujet un peu conso-citoyenne. Sur le premier point, en fait, ce qui est ressorti, c'est qu'il y a 2/3 des répondants qui comptent consommer autant qu'avant, mais il y a quand même 1/3 des Français qui déclarent vouloir consommer moins qu'avant, avec une tendance plus forte chez les femmes, puisque chez les femmes, elles sont 40% à souhaiter consommer moins, et une tendance plus forte également chez les plus jeunes. Donc en général, les 18-25 ans ont une plus grosse tendance à vouloir consommer moins que chez les plus de 65 ans. Donc ça c'est le premier point, on va dire, quanti. Et un autre trait assez fort qui ressort, c'est sur l'aspect quali. En fait, les Français aujourd'hui, suite au confinement et un peu à la prise de conscience de ce qu'on traverse, il y a un réel souhait de consommer différemment. Par différemment, j'entends des produits d'occasion, des produits locaux. Et en effet, Guillaume et Paul ont parlé de l'aspect local, mais c'est quelque chose qui ressort très fortement chez nous. Mais déjà, juste sur les produits d'occasion, il y en a une partie non négligeable qui est prête à renoncer à de l'achat de produits neufs. C'est à peu près les 3/4 qui sont prêts à renoncer à de l'achat de produits neufs, dont 1/3 c'est prêt à le faire sur la moitié de leurs achats. Donc, il y a une vraie remise en question sur la façon dont on consomme les produits qu'on achète, particulièrement sur des produits type les produits culturels, les jeux vidéo, mais aussi les produits liés à la maison, donc les meubles, la décoration, et puis bien évidemment les vêtements. Ça, c'est quelque chose qui commence de plus en plus à rentrer dans les mœurs. Et nous, c'est un trend, comme je disais, qu'on voit depuis longtemps. Aujourd'hui, on a un produit sur 2 sur Rakuten qui est vendu d'occasion, donc qui n'est pas un produit neuf. Les raisons, elles sont essentiellement économiques. Déjà, il y a quand même eu un gros impact sur le pouvoir d'achat des Français pendant cette période. Et la deuxième raison, ça reste quand même la partie environnementale. Donc, comme je dis, il y a une vraie prise de conscience des enjeux sociétaux et du besoin de développer l'économie circulaire. Donc, ça, c'est la première façon que les Français ont de vouloir faire de leur acte d'achat un acte citoyen finalement.
Et la deuxième partie qui ressort, en effet, c'est la partie consommer plus locale, consommer plus chez des commerçants de proximité. Et donc, c'était ce qui ressortait, en effet, c'est aller vraiment faire le choix de consommer et pas de juste acheter un produit sans vraiment faire attention de sa provenance ou du marchand. Et c'est quelque chose que nous, on observe très fortement aussi chez Rakuten, puisque depuis la fin du confinement, donc, comme je vous disais, notre option de click and collect, c'est-à-dire d'aller générer du trafic en magasin chez nos commerçants, bien évidemment, pendant le confinement, ça a été impossible à maintenir. Mais dès la fin du confinement et au sortir du confinement, on voit qu'il y a un vrai regain de cette option. Et typiquement, jusqu'à présent, c'était à peu près un quart de notre trafic, un quart de notre volume d'affaires qui s'opérait avec cette option justement in-store. Donc, sur un achat sur 4, quand vous achetiez sur Rakuten, vous alliez ensuite le récupérer dans le magasin du commerce. Donc, c'est soit des enseignes, par exemple, on travaille avec Boulanger, Ubaldi ou encore The Case, soit c'est chez des commerces de proximité. Et on voit aujourd'hui un réel intérêt sur les commerces de proximité. Là, le share, il est à peu près passé à un tiers. Presque un tiers des achats se font par le biais de cette option. Au-delà de l'aspect en effet économique, parce qu'il y a quand même le retrait des frais de livraison, il y a aussi un aspect plutôt conscience écologique et surtout soutien des commerces de proximité, notamment les libraires. On a eu beaucoup de libraires qui ont rejoint un petit peu l'écosystème pendant le confinement et qui aujourd'hui activent fortement cette option pour pouvoir faire découvrir leur boutique aux gens qui habitent autour de leur boutique. Je rejoins complètement sur le click and collect et sur la proximité. C'est vraiment quelque chose où les gens, nous, il y avait plutôt une tendance à consommer quand on avait une offre online et en magasin qui était plutôt les gens allaient transformer online. Ils continuent à le faire. Aujourd'hui, ils retournent en boutique et ils ont tendance à consommer un peu plus en boutique. Donc, on a le constat des enseignes. Les visites sont moins fréquentes, mais les paniers moyens sont plus hauts. Donc, il est important aussi de refaire venir les gens en point de vente. C'est juste que le moment va être un peu plus décidé, qu'il faut un déclencheur un peu plus important. En revanche, sur la proximité très locale, il y a une tendance, tu parlais des drives alimentaires, il y a une tendance des producteurs locaux. Ça a été quelque chose qui a émergé. Je pense que pour ceux qui étaient à la campagne et qui avaient un confinement, ont pu aller voir des producteurs ou aller acheter directement. Nous, on continue à soutenir ça. Et ça, il paraît qu'il y a eu un énorme écroulement de la consommation des producteurs locaux. Et nous, on va continuer à le soutenir parce qu'on pense que c'est quelque chose d'important et qu'il faut le maintenir. Donc, il faut continuer à laisser ça à l'esprit des clients ou leur montrer que ça existe pour qu'ils continuent à le pratiquer. Et ça, c'est quelque chose que nous, on veut maintenir parce que on pense que ça a du sens et à la fois les producteurs et les clients peuvent matcher. Il faut juste faciliter ce matching et faciliter cette consolidation de cette habitude. Mais nous, du coup, ce que j'en tire en conclusion principale sur ces trends, c'était quand même des tendances qui existaient avant. Typiquement, sur le produit d'occasion, c'est quelque chose qui grandit chaque année sur l'encouragement de l'économie circulaire, mais aussi sur le local. On avait fait une étude il y a quelques mois qui montrait quand même un attachement extrêmement fort des Français pour les commerces en centre-ville ou les commerces de proximité et qui avaient pleinement conscience de l'importance de les maintenir. Par contre, je pense que cette crise du Covid a pu apporter, c'est plus une accélération de la mise en pratique de comment on les soutient concrètement maintenant. Il faut le faire maintenant. Et donc, il y a une vraie accélération sur ces trends qu'on observe depuis la sortie de cette période un peu spéciale. Oui, on observe la même chose sur peut-être vous vous souvenez du phénomène du flag scan. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est un mot scandinave autour de la honte de prendre des moyens de transport qui polluent. C'est quelque chose qui a beaucoup fait parler, qui a été très populaire sur l'année dernière. Et on voyait déjà cette tendance du consommer réfléchi, éco-responsable. La décision d'achat a été réfléchie, elle était assumée et même revendiquée. Et ça nous avait beaucoup porté, nous, au niveau du ferroviaire l'année dernière. Et là, comme tu le dis, Alison, il y a vraiment cette accélération où on le voit de plus en plus, on entend de plus en plus les clients assumer et réfléchir leurs décisions d'achat autour de ce côté éco-responsable, de proximité, avec économie circulaire. Je vous rejoins effectivement tout à fait sur ces mots de conclusion, sur le fait que, voilà, moi, en vous écoutant, j'ai plus l'impression que c'est
comme tu disais, Alison, une accélération de tendance qui était déjà là. C'est-à-dire que peut-être cette crise n'a pas fait sortir des vraies nouvelles tendances, elle les a juste accélérées. En fait, on a fait juste accélérer un mouvement qui était déjà initié, comme voilà, ce qui se passe sur la restauration et ses envies d'acheter facilement, d'être remboursé, de pouvoir annuler au dernier moment, de consommer responsable, de consommer local, de consommer français. Tout ça, ça existait et ça va être juste amplifié. Donc, je pense que c'est un petit peu la conclusion. On joue un peu sur la sémantique lorsqu'on dit c'est quoi les nouveaux comportements. Non, finalement, c'est des comportements qui existent déjà, mais qui vont continuer, qui vont accélérer, qui vont continuer évidemment à prendre de plus en plus d'ampleur. Ça veut dire aussi qu'il y a des changements aussi dans la communication. Moi, je retiens aussi ça, c'est qu'il y a beaucoup dans la façon de prendre la parole. On est beaucoup sur la réassurance, on est beaucoup sur l'aspirationnel, on est beaucoup autour des valeurs. Donc là, on voit bien que la communication s'est déjà adaptée à ces tendances émergentes qui sont aujourd'hui confirmées à travers ce que vous nous avez témoigné aujourd'hui pendant cette heure. Voilà, je vous remercie. On a respecté le timing. Donc, merci à tous pour votre présence. Merci à nos 3 témoins pour leur précieux learning, précieux enseignement. Si vous avez envie de retrouver ce webinaire en replay, vous le trouverez sur YouTube. Vous pouvez suivre aussi Web Realty sur Twitter, sur LinkedIn. Vous aurez également le contenu des chiffres du Web Realty Panel qui seront également diffusés. Voilà, je vous souhaite de bien vous porter, de bonnes vacances. Et je vous dis à très bientôt. Et merci encore à nos 3 super participants. C'était hyper intéressant. Merci. Merci Rodolphe pour l'animation. Merci à tous. À très bientôt.